intéressant chez Volcanation, c'est qu'il y a vraiment une stratégie de durabilité assez globale et que l'argent qu'on gagne avec le café d'une ferme, il est réinvesti dans un projet de durabilité dans la ferme évidemment, mais aussi dans une autre, qui est très très intéressant. Donc la durabilité, elle est chez les Castro globale. On va commencer d'ailleurs par Federico qui va vous expliquer ça. Et puis Arnaud Causse, à ma droite, qui a commencé sa carrière dans le café en déforestant des cafés pour planter du Robusta, il y a 40 ans. J'aime bien dire ça. Et aujourd'hui, il crée des fermes sous des forêts, sur des rochers, donc ça c'est incroyable. Mais c'est aussi et surtout aujourd'hui le directeur de l'impact chez Beko. Donc on va rapidement, je parlais tout à l'heure de créer de la confiance avec une nouvelle relation en tout cas avec les consommateurs. Et on peut parler un peu de l'impact à l'origine, mais on va vraiment parler de quels outils on peut créer pour créer justement cette relation de confiance. Et on va développer aussi cette relation de confiance, qui est une notion économique en fait assez ancienne. Federico, je te laisse la parole. Well, first of all, I'm Federico Castro. I'm Alejo's brother. You'll have a masterclass with Alejo in a short while. I think it's the next one. Alejo and I are the 7th generation of coffee producers in our family. In fact, we have traced our origins trading coffee back to France. In 1801, one of our great-grandfathers, Pierre Bonnefil, from the Bordeaux region, traded coffee. So being here for Alejo and I feels like we've done the full circle. We're back in our roots. We have the objective of producing the highest quality coffee, taking care of our terroir, and 3, doing it in a way, in a very sustainable way, with a sustainable approach. We are very proud of having Terres de Café as our partner, and I mention this because for us, Terres de Café is even more important than many of the certifications that you could get. Certifications about protection of biodiversity, certifications about quality, because Terres de Café every year goes to our farm and sees firsthand with their own eyes what we're doing. So it's one of the most important validations that we can have as a coffee producer, to work with a partner that is so much focused on quality, but also so much focused on sustainability. One year we were discussing about our conservation projects. You're gonna learn about them in a few minutes. And we were mentioning this to Christophe, and Christophe said, yeah, great, but I wanna see it. I wanna see these conservation farms that was seven hours away from where we were standing, and it was in the middle of the harvest season, and we did it. And Thank you. Yeah. So yeah, I'm gonna talk a little bit about what we're doing on the conservation and sustainability front. We don't pretend that we have made it, that we have reached our goal, but our approach is we have a strong base of conservation and sustainability, and what we want to do is keep evolving year by year. That's our approach. And finally, before I go on with the material that we have prepared today for you, just a little bit about myself. I've been involved in a Costa Rican American NGO called OSA Conservation. I've been a board member there for over 10 years. We have a very strong mission there to protect a biodiversity hotspot of the world, and we're doing it in a way that links several farmers. So I'll talk a little bit about that in a while. And I also have a master's at Imperial College, in which I focus my research on this mechanism called REDD, which is a mechanism that promotes the reduction of deforestation and forest degradation, because there's a direct link between deforestation and forest degradation and higher emissions of carbon and related gases. So with that, let me just show you a little bit of what we're doing.
So back in 1984, 40 years ago, my father started his conservation quest. So I'm showing you here an aerial photo of the farm that was purchased by him 40 years ago. And what I want to highlight here is 40 years ago, talking about protecting forest was not the conversation that is natural today. 40 years ago, it was the opposite. It was, hey, we need to expand the agricultural frontier. So we're very proud of how we started 40 years ago. So with this in mind, oh, and by the way, this conservation farm is located in the Osa Peninsula. It's that small part over there that holds 2.5% of the world's biodiversity. It's a tiny place in the world that holds a lot of biodiversity. It's super important to protect it. We started 40 years ago. So that conservation mindset, we then brought to the coffee plantations, because that other farm is in the lowlands, is not apt for growing coffee. So we took that approach towards coffee plantations. And here you're seeing our main coffee farm. And you can see that over 65%, 2/3 of our farm is dedicated to forest conservation exclusively. So this part over here is where the plantation is mainly located, and the rest of it, going upwards towards the volcano, is forest conservation. So over 200 hectares of this property, for instance, is dedicated to forest conservation. And here, I wanted to show you a few pictures of some of the new projects that we are developing in our farm to, again, keep adding layers of sustainability to our project. And here we're working around the forest, working with the forest. In this case, it's given us a lot of soil protection and a lot of soil conservation that is critical, that is super important for the nutrient generation within and around our coffee trees. And this is just I won't go into the details, but just to give you a picture of how rich and how diverse and the network of biodiversity and processes that occur around the coffee trees that give us better nutrients to produce better coffee. Here, what I want to highlight is that yes, we understand that we have a general climate in our terroir. However, we generate microclimates within our farm as a result of the biological corridors and the forests that we work with in them. For certain specific microlots or certain specific plots, we are having different characteristics in our coffees as a result of these microclimates that are being generated along the plantation. And here, I want to talk a little bit about biodiversity. The pictures that you'll see are all pictures taken in the farm with some camera traps. This is a pack of peccaries. So similar to the wild boars that you have here in Europe, smaller of course. And again, these are all pictures of fauna that has, that lives within our farms and that are part of what we want to promote. For us, it's very important the water conservation aspect of things. Without water, we won't have any coffee plantations. So for us, it's very important to keep protecting our water sources. And we have started to see at the academic level very specific studies about the interaction between biodiversity and coffee production. So this is just an example of a study that was done of the interaction between bees and insects for pollination, but also the birds that are in the coffee, in the coffee farms.
And the conclusion is that the better of those two, the more the better of those two in terms of quality, in terms of production, in terms of the cup that you will ultimately taste. For us, again, the concept of being able to adapt our farm as climate change occurs. We're trying to mitigate climate change with the efforts that we are doing, but we also need an element of climate change adaptation in order to keep providing high quality coffee. We do have some areas where we can keep growing and keep going up as we get hotter, and perhaps in lower areas we're getting less water or more diseases or more pests. So we have the ability to adapt to that climate change, but we need to do it in a way where we keep protecting the forest that is going up. So part of the examples that we gave you is how we're planning to keep doing that as time passes. So I am about to finish, but what we see for the next steps, this is another conservation farm that we bought. This is like a virtuous circle. First, we started with the first conservation farm that I showed you 40 years ago. We took that model of conservation to the coffee farm that I also talked to you about. And then, as a result of our coffee activity, we were able to purchase a second conservation farm in South Pacific, Costa Rica. And this is a picture of it. This is a little bit higher, but again, mostly devoted to forest conservation. And I want to talk a little bit about this because I think this ties with our end goal. Those two conservation farms that I talked to you about are located here and here. Those are two very ambitious biological corridors that this NGO that I mentioned at the beginning, OSA Conservation, is working on in order to connect the Cocobalo National Park, which is this jewel that I mentioned, this conservation jewel that holds 2.5% of the world's biodiversity, to this national park. Over here, these two are at sea level, but then it goes up to 2,000 meters above sea level and more, with this La Amistad International Park shared between Costa Rica and Panama. So we have that super ambitious projects. This is, what you're seeing here is hundreds of kilometers and hundreds and thousands of individual farmers that own pieces of land along this corridor. And we're very proud of contributing to those biological corridors along the way. And finally, just to sum up what I just said, our approach to sustainability in our coffee farms is, yes, there needs to be conservation, but we need to find ways to coexist the human activity, the coffee activity, with the forests. And finally, cooperation. In cooperation, we see it in two ways. We need to work with other farmers to keep doing what we're doing at a larger scale. Because we can do it in our farm, but if we are the only ones doing it, it's going to be limited. We are not going to move the needle. So we need to think about something more ambitious. And also the cooperation, I see it, we need to work with our partners, like Test de Café, to have these conversations so that Test de Café can have the conversations with their customers. We give transparency to the customers of what this means and how that could be affecting the quality of the cup that they're having. So I think those are the challenges that we have ahead. And just to finish, this is the way we see out the world. Of course, there are some elements that I didn't touch, but some of those elements like soil, climate, the flora and fauna, that in our view are critical elements of the terroir, is
the things that we're trying to cover and to promote by this approach of sustainability within our farms. So that's it. Okay, thank you very much. Après, un exemple de stratégie globale d'impact, de durabilité à l'origine, quelque chose vraiment de très important qui peut changer aussi encore la qualité du café, c'est le transport. Le transport, en fait, on ne sait pas comment, enfin on sait que c'est transporté par la mer, mais on ne sait pas vraiment le circuit des bateaux, on ne connaît pas les conditions, on ne sait pas les containers dans quel état ils sont, s'ils sont ventilés, on ne sait pas s'il fait 50 degrés, enfin si on le sait justement et c'est un problème. Donc tout ça impacte fortement la qualité du café, sa qualité mais aussi sa longévité, sa conservation. Un café, genre c'est un produit frais, ça doit être fait torréfié si c'est possible une année après qu'il soit récolté au maximum. Et donc tout ça va impacter fortement. Donc pour moi c'est un élément très important et c'est tout à fait nouveau, on n'en parlait pas beaucoup jusque-là. Et il y a un projet fabuleux que Julien va nous raconter. Merci. Merci, bonjour à tous. Effectivement, le transport est quelque chose dont on parle peu. On parle beaucoup de ce qui se passe à l'origine d'un point de vue agricole. Il y a une révolution qui est en marche depuis une dizaine d'années dans les techniques agricoles, justement pour pouvoir continuer à produire face au changement climatique. En fait, il y a quelques années, on a eu la chance de rencontrer une société qui travaille depuis une dizaine d'années sur le transport à la voile de marchandises, qui s'appelle TOWT, qui est notre partenaire sur ce projet. Donc l'histoire a débuté avec eux il y a un peu plus de 5 ans maintenant, 6 ans, c'est en 2018. En 2018, parler de transport à la voile, c'était complètement utopique. Lorsqu'on a commencé à aborder ce sujet, on nous prenait pour des fous, on continue à nous prendre encore pour des fous, mais un peu moins. Parce qu'on pouvait transporter que des petites quantités de café sur des goélettes, et avec du coup un coût de transport qui était extrêmement élevé et qui économiquement n'était pas viable et qui ne permettait pas à cette solution de se développer. Le projet s'est poursuivi avec TWT et donc ce que vous voyez là, c'est le premier voilier de transport de marchandises qui va permettre de transporter demain un peu plus de 900 tonnes de café. Donc aujourd'hui, en fait, le transport à la voile n'est plus une utopie, c'est une réalité et qui économiquement est une réalité qui devient accessible pour des entreprises de torréfaction. Et donc ce transport à la voile a effectivement un grand nombre d'avantages et de qualités. La première, c'est que le transport maritime mondial, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. On le sait aujourd'hui, c'est la première cause du changement climatique qui vient impacter directement les productions agricoles et notamment de café. Donc en souhaitant développer cette solution de transport, on va venir réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre et donc venir agir sur les effets de ce changement climatique. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le second point, effectivement, c'est la qualité du café. Aujourd'hui, les cafés sont transportés dans des conteneurs, donc dans des 20 pieds ou des 40 pieds, avec des durées de transit. Pour prendre un exemple, entre la Colombie et le Havre, aujourd'hui, un conteneur met environ 40 jours entre le moment où il part de Colombie et ce qu'il arrive, où est-ce qu'il arrive au Havre. Durant ces 40 jours, il va passer 40 jours en mer, mais il va passer aussi du temps sur des quais au soleil, donc avec des variations de température extrêmement importantes, mais aussi des variations de température, de chaleur, d'humidité. Et le café est un produit extrêmement sensible à ces variations de température. Et en fait, avec le transport à la voile, le café ne va plus voyager en conteneur, mais voyager sur palette, dans des cales aérées. Donc en fait, on va avoir une variabilité beaucoup plus faible, et donc une stabilité au niveau de son environnement, qui fait que la qualité va être meilleure en fait à l'arrivée du café. Et surtout, on réduit le temps de trajet par deux. C'est-à-dire qu'un bateau qui va quitter la Colombie pour aller au Havre, à la voile va mettre 20 jours, alors qu'on met 40 jours en moyenne sur un porte-conteneur classique, parce qu'il y a beaucoup de transbordements, il y a beaucoup de temps d'attente à l'arrivée aussi des ports, alors qu'avec le transport à la voile, en fait, on va pouvoir accéder directement à des quais qui sont souvent désaffectés, donc il y a beaucoup moins de temps d'attente, on va pouvoir décharger les cafés plus rapidement. Ce sujet de la qualité, c'est quelque chose que l'on va contrôler. On travaille avec une société bordelaise qui travaille dans le vin notamment et qui a un système de capteurs
va permettre de mesurer en fait les variations de température et d'hydrométrie entre un café transporté en conteneur et un café transporté à la voile, et justement pour pouvoir apporter cette garantie d'une meilleure stabilité, d'une meilleure qualité de la réponse. Merci, c'est formidable, c'est absolument génial. Tu parlais de révolution, ça c'en est une. Alors c'est vraiment, c'est un retour en arrière parce que l'arrière-arrière-grand-père de Federico ramenait du vin à la voile et ramenait du café ensuite en Europe à la voile. Donc, mais vraiment c'est fabuleux, et puis c'est la contenance effectivement qui est, c'est 900 tonnes, c'est ça, hein? C'est 900 tonnes de... C'est un peu de café. Les premiers, c'est tout à fait concret, ça démarre en septembre, toute la Colombie va venir par bateau. L'année prochaine, c'est l'Amérique centrale et Inch'Allah, le Brésil en novembre. Le Brésil, pardon, et l'Éthiopie, l'Afrique de l'Est. Et alors, un café de forêt transporté par bateau, alors là, c'est un piège à carbone. On va discuter avec Arnaud, après le transport, le café arrive. Arnaud, je te laisse dérouler en fait. Vas-y. Ok, mais merci. Moi, je vais essayer d'expliquer par rapport à ce que disait Christophe au début sur cette confiance qu'on va pouvoir créer entre l'aval et l'amont de la filière. Et avant tout, je voudrais essayer de contextualiser ça pour montrer d'abord que finalement le café est aujourd'hui une culture qui est sérieusement menacée. C'est-à-dire que si on veut pérenniser nos approvisionnements en tant que filière à l'avenir, il faut quand même qu'on se préoccupe sérieusement de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on estime que d'ici en 2050, 50% à peu près des surfaces cultivées en arabica ne seront plus aptes à la culture de l'arabica. Donc il faut intervenir. La solution, c'est pas forcément de rentrer dans des forêts en remontant plus en altitude, par exemple, mais plutôt d'essayer de trouver le moyen d'adapter la culture au changement climatique ou trouver d'autres formules. Bon, il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition, on a vu tout à l'heure sur la préservation. Préoccupons-nous aussi de préserver le caféiculteur, qui est probablement l'espèce en voie de disparition la plus menacée aujourd'hui. Vous pouvez voir ici, c'est pour ça que je voulais mettre des images, parce que c'est quand même assez impactant. Le petit point rouge, c'est le revenu du producteur. Et la grande bande que vous voyez là, c'est disons ce qui représente le living income, c'est-à-dire ce qu'il faut pour vivre dans ces pays-là. Vous pouvez voir qu'à part dans le cas du Brésil ou peut-être du Vietnam où on s'en rapproche, dans la grande majorité des pays, on est quand même extrêmement éloigné de conditions de base pour que les producteurs puissent vivre de leur travail. Alors ça, on a tendance à dire oui, mais c'est parce qu'on les paye mal. Mais il n'y a pas que ça. Et il faut voir qu'il n'y a pas que ça, il ne faut pas incriminer systématiquement l'aval de la filière qui achèterait les cafés pas chers et qui maintiendrait en fait les producteurs dans la misère. Comme vous pouvez voir ici, vous avez la limite en fait de pauvreté, et vous avez le cas de la Colombie, du Pérou et de l'Éthiopie. Et en fait, on s'aperçoit que, sauf quand le marché des commodities arrive à nous donner un prix suffisamment haut, on arrive à passer le seuil de pauvreté. Mais dans le cas de la Colombie, on est quand même plus souvent sur le seuil de pauvreté, et même on arrive à dépasser quelquefois le seuil qu'on considère, disons, comme un revenu décent, c'est-à-dire avec pas seulement subvenir aux besoins immédiats. En fait, on s'aperçoit que la différence entre la Colombie peut-être et les autres pays, c'est que on a une différence de productivité. Donc comment on va faire pour arriver à maintenir cette productivité, à augmenter cette productivité dans des pays où effectivement il y a des difficultés, sans imposer des pratiques conventionnelles, mais plutôt aller vers des pratiques les plus durables possibles. Cette figure est extrêmement importante, mais il faut dire que quand même en Colombie, il y a également un facteur qui se rajoute, c'est l'organisation de la filière. Donc il faut voir aussi qu'il faut réfléchir à ces organisations de filières pour créer des circuits soit extrêmement organisés, soit beaucoup plus courts, et essayer de mettre le plus en rapport les deux extrêmes de la filière. Donc nous, avec Co, ce qu'on essaie de faire justement, c'est dans la création de valeur ajoutée, passer d'une situation de vulnérabilité, cette fameuse spirale de pauvreté, à une situation de durabilité et de résilience. C'est-à-dire la résilience, on l'entend par la capacité en fait à un système productif à revenir à l'équilibre lorsqu'il est impacté
par soit des aléas extérieurs qui peuvent être climatiques, qui peuvent être dus au marché, qui peuvent être dus aux migrations, comme le disait Christophe à un moment, des migrations de la main-d'œuvre, et toute une série de facteurs. Le but dans tout ça, en essayant d'emmener les producteurs vers cette transition agroécologique et communiquer de la meilleure des façons vers l'aval de la filière, il faut qu'on s'assure évidemment de préserver ou d'augmenter la productivité, de réduire les coûts. Réduire les coûts, ça veut dire ne plus s'émanciper par rapport au lobby phytopharmaceutique, et augmenter le prix de vente, ou au moins maintenir la qualité pour pouvoir maintenir le marché et avoir une niche de marché qui répond parfaitement à ce souci de valoriser et de créer de la valeur ajoutée. Donc d'un côté, on crée de la valeur ajoutée, de l'autre côté, il faut qu'on s'assure qu'elle est correctement répartie. Donc là, c'est plus que des leviers et des projets, c'est plus de la veille et de l'obtention de données, tout en respectant donc les trois destinations de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la force de travail, le producteur et son capital, en fait son patrimoine, et tout ce qui est l'environnement, la société en général. Pour cela, je voulais mettre qu'effectivement on a quand même une limite du bio, on a du mal à mesurer, et on ne sait pas exactement aujourd'hui comment mesurer l'impact. On parle souvent d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2, et on s'aperçoit en fait que le bio, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette image, on considère aujourd'hui que de l'extensif par rapport à l'intensif n'est pas forcément bon pour la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en système conventionnel, par rapport à du bio pur, c'est-à-dire que du bio, c'est-à-dire je n'utilise pas d'intrants, je n'utilise pas de produits chimiques, on reste quand même extrêmement limité sur l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. C'est-à-dire qu'ici, en conventionnel, on a un bilan plus positif qu'en bio sur l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir passer à des modes de culture que nous, on considère d'agriculture écologiquement intensive, où on va essayer de copier la nature. C'est-à-dire là, vous pouvez voir comment la nature agit, et on peut éventuellement s'apercevoir que l'impact de la nature quand elle travaille est mesurable par l'augmentation de la biomasse microbienne. Et c'est ce qu'on va rechercher avec les pratiques régénératives. Quand on veut mesurer l'impact, il y a impact et impact. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous doivent connaître ce tableau qui est en fait pour vanter l'utilisation des capsules et montrer que quand on consomme beaucoup moins de café dans une tasse, l'impact est limité. Le problème, c'est que justement, je voulais vous montrer que c'est facile de communiquer sur des choses qui ne prennent pas en compte tous les éléments. C'est-à-dire que là, on travaille avec un café conventionnel. C'est-à-dire un café conventionnel qui émet des gaz à effet de serre et qui a son empreinte carbone significative. Si ici, on prenait un café de forêt d'Éthiopie, les barres descendraient évidemment beaucoup plus bas, et on pourrait mettre plus de café en fait dans une tasse sans avoir d'impact sur l'environnement, comme voudrait nous le faire, comme le prétend en fait le producteur de capsules. Là, c'est là où on vient donc à la confiance, comment on arrive à communiquer sur les pratiques que font les producteurs et comment ça peut être interprété par la vague de la filière, donc par les torréfacteurs et par les clients. Où on va différencier en fait des baromètres de cahier des charges. Les cahiers des charges, c'est tout ce qui est les normes qui sont imposées, c'est les certifications. Et les baromètres en fait permettent une certaine démarche d'achat de la part des torréfacteurs. C'est-à-dire au lieu de se décharger sur une troisième partie qui va faire le travail, on est en contact direct avec le producteur pour pouvoir connaître son niveau de durabilité. C'est ce que nous on prétend, et ça on en parlera peut-être à l'avenir. Là, sur la fin du mois de juillet, on va atterrir ce système qui paraît un peu une usine à gaz, mais qui n'est pas du tout en fait, parce que on mesure un indice de durabilité sur trois grandes dimensions, une dimension agroécologique, une dimension économique, où on privilégie par exemple la transmissibilité des fermes et l'économie du producteur, et une performance socio-territoriale qui intègre à la fois la société, les paysages et tout ce qui peut aller autour. Le but, c'est d'arriver après à un service personnalisé où en fait, on va pouvoir mesurer
dans son achat, son indice de durabilité, évidemment le comparer avec le Cupping Score et avoir un indice composite qui permet en fait de savoir si mon achat est durable et si ma démarche est logique. Et là-dessus, je pourrais avoir, si c'est le prix qui est mon objectif principal, je vais pouvoir bouger mes curseurs et prendre plus facilement conscience de l'impact que je peux avoir. Ça, c'est pour les torréfacteurs ou les consommateurs? Les deux. Les deux. Le but, c'est que justement, on ne segmente pas et qu'on arrive à avoir une fluidité de confiance sur l'ensemble de la filière où, en fait, le consommateur, à travers le torréfacteur, va pouvoir, et à travers l'importateur, et à travers après l'exportateur et à travers le producteur, comprendre bien comment fonctionne la filière et où se génèrent en fait les différents impacts. Donc en fait, vous pourrez à l'avenir pouvoir choisir vos cafés en fonction de vos préférences et votre prise de conscience par rapport à l'environnement, à la société ou éventuellement à l'économie même du producteur pour préserver son patrimoine. Tout cela, ça nous oblige à mesurer, à comprendre, à innover. Donc nous, je vais passer là-dessus parce que c'est globalement, pour étudier et pour mieux comprendre, mieux connaître et comprendre pour pouvoir en parler, donc on a installé des parcelles de recherche-développement, on monte des observatoires des coûts et des prix pour pouvoir mieux cerner les difficultés des producteurs et comment intervenir. On aura un système de transparence des prix et pour l'instant on a recours à des analyses de cycle de vie pour pouvoir mesurer l'impact qu'on a à l'origine. Ensuite, on va créer des outils et développer l'innovation. Il y a toute une panoplie d'outils, mais je dirais que globalement, on pourrait parler d'une application qu'on va mettre en place et qui est à travers un smartphone qui va pouvoir mettre en contact le consommateur avec le producteur et pouvoir plus qu'échanger, connaître exactement ce qui se passe, et j'insiste encore dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, l'aval de la filière veut savoir ce qui se passe en amont, et on ne laisse pas trop l'amont savoir ce qui se passe en aval. Le but, c'est que, également, comme torréfacteur, comme consommateur, on puisse communiquer sur ce qu'on fait, et les choix qu'on fait, et pourquoi on les fait. Un exemple de ça aussi, c'est la création future d'un concept de Soil of Excellence. C'est-à-dire, si on arrive aujourd'hui à faire des concours sur le café dans la tasse, demain, on espère pouvoir faire également des concours qu'on va évidemment complètement liés à la qualité en tasse du terroir et en commençant par une analyse et une comparaison de la qualité des sols en travaillant sur des sols vivants. En fait, il faut qu'on réassure le public. Ça pourrait figurer très bien sur un paquet de café en expliquant que plus il y a de couleurs et plus il y a de petits ronds, plus le sol est vivant en fait. Là, dans ce cas-là, le but, c'est que ça, c'est de la chromatographie, en fait, très basique et empirique, qui peut être fait sur une plantation. C'est un principe de permaculture, c'est connaître mieux son sol à travers une chromatographie qui coûte même pas 2 € pour pouvoir avoir un résultat d'une vision de son sol. Cette analyse ici coûte entre 200 et 600 € de son sol, qui, en fait, ce que vous pouvez voir dans les différentes petites boules que vous voyez, représentent des familles de micro-organismes. Et en fait, l'analyse de la qualité de la biodiversité du biome nous donne une idée de ce qu'on peut attendre en termes de résilience et de qualité du système productif. Donc en fait, le but, c'est, à travers un concours sur la base des chromas classiques, arriver à établir un lien à ce que nous dit la science par rapport à ce que nous dit ça c'est par exemple ce qui est utilisé en biodynamie. On peut parler d'un vignoble en biodynamie, je ne sais pas si c'est utilisé. Si vous utilisez, vous, en biodynamie, la chromatographie, c'est la chromatographie de Pfeiffer qui permet en fait de savoir l'évolution de la vie du sol. Donc si on arrive à établir un lien entre les deux, à l'avenir on pourra se baser sur ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à faire. Merci Arnaud, je savais que tu dépasserais.